Bonsoir, Total Dimanche reprend ses droits après la pause Ramadan. Au sommaire ce soir, la liberté de la presse qui connaîtrait un recul au Sénégal. Un nouveau classement mondial de Reporters sans frontières place le Sénégal 73e sur 180 pays. Nous y penchons ce soir de plus près. L'invité de Confraternement, Ibrahim Bakhoum, journaliste et formateur. Coin Éco passe la loupe ce soir sur les performances du TER, le train express régional. Un bilan des 100 premiers jours élogieux qui se heurtent en train de critique. Nous irons au-delà des chiffres avec une appréciation un peu plus panoramique. L'économiste Dr Mamor Sen répondra aux questions de Mamadou Ndiaye. Le bulletin d'information avec Cheikh Hassan Fall et puis Buon Culture qui remonte le temps pour tenter de comprendre les contours du tatouage des gencives. La pratique ancestrale dépasserait l'aspect esthétique qui lui est prêté depuis le 19e siècle. Et puis ailleurs nous amène à Saint-Louis en calèche, moyen de transport urbain qui traverse les générations en gardant bien entendu toujours une belle place au soleil dans la capitale du Nord. Tranche de vie, les prêcheurs à l'assaut des réseaux sociaux, une lueur de sainteté dans une mare d'insanité, principalement chez nous au Sénégal aujourd'hui. Bonne semaine, comment en passer une bonne? La chef du bureau de la communication au programme national de lutte contre le paludisme nous fera partager ses astuces. Bienvenue à tous. La liberté de la presse au Sénégal connaîtrait un recul ici, chez nous. Reporters sans frontières a établi un nouveau classement qui place le Sénégal à la 73e place sur 180 pays. Sur le terrain, l'on acquiesce, le verre est dans le fruit, s'y ajoutent d'autres entraves, mais les entraves internes cette fois-ci. C'est un sujet de Augustin Mandang et Aliou Sow. La liberté de la presse est bafouée au Sénégal par rapport aux années précédentes. Une affirmation de Reporters sans frontières, intimidation et agression. Même la presse quitte à ce sont le quotidien des journalistes selon l'organisation. Oui, on a constaté qu'il y a un recul quand même dans la liberté de la presse, on peut le dire ainsi, parce qu'on a eu à constater que des journalistes ont été menacés durant l'année, certains même ont été emprisonnés. On a vu en direct, malheureusement, le préfet de Dakar dire à des forces de l'ordre gazer même les journalistes. Je pense que ça ne contribue pas tout à fait à la liberté de la presse ici au Sénégal. Le journaliste doit être libre. L'exercice de la profession devenue périlleuse en 2021, des violences physiques, verbales et des saccages de leurs biens ont été constatés. On a vu en 2021 des journalistes tabassés. On a vu en 2021 des journalistes arbitrairement arrêtés. On a vu en 2021 des maisons de presse attaquées. Ça, c'est la vérité. Personne ne peut l'enlever. Et cela se reflètera dans le classement tant que des mesures hardies ne seront pas prises pour régler ça. Avoir peur, non. Mais de quoi s'inquiéter, oui. Hein? Parce que ça ne nous fait pas plaisir. Moi, je suis sénégalais. Hein? Je ne souhaite pas être dans un endroit où on me dit ouais, tel autre pays africain est au-dessus de vous en matière de liberté de la presse. Ça me fait mal. En dehors du terrain, les journalistes sénégalais font face aussi à d'autres violences, notamment dans les maisons de presse, chose qui les inquiète. Le secteur, tout le monde le sait maintenant, parce que le secteur est affecté par la précarité économique qui sévit dans les entreprises de presse. Souvent, on sort des communiqués pour déplorer la situation. Récemment, le journal Enquête, les travailleurs ont sorti un communiqué pour déplorer un peu les relations avec la direction générale, parce qu'ils parlent des conditions un peu difficiles que les reporters vivent au niveau de ces rédactions-là. Et ce n'est pas le premier exemple. Et moi, il y a quelques mois, avait aussi alarmé l'opinion par rapport à cette situation. Il y a beaucoup d'autres organes de presse qui vivent de ces précarités-là. Cette situation de précarité est à revoir pour une presse libre et indépendante. On devrait aujourd'hui s'interroger davantage sur l'essentiel de notre métier, sur l'écosystème de notre métier. Faire en sorte que les journalistes puissent travailler dignement,
correctement, sans entrave, sans intimidation, sans rien. Mais faire également en sorte que ce journaliste puisse vivre de son métier de façon normale, sans être obligé de faire la manche. Mais également veiller à ce que les responsabilités qui accompagnent le métier soient de mise. En 2021, le Sénégal a chuté de la 49e à la 73e place dans le classement de la liberté de la presse, un recul confirmé par les journalistes qui ont listé point par point les causes. Aliou Sow, merci. Ibrahim Bakhoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste formateur, vous avez suivi le sujet avec nous. D'abord, quelle est votre propre lecture de cette étude de Reporters sans frontières? Bon, bonsoir tout le monde. Alors, vous savez, la lecture qu'on peut en avoir, elle est assez difficile. Pourquoi? Je venais de dire à quelqu'un que est-ce que nous avons reculé en termes donc, est-ce que nous sommes partis d'un point A en faisant ceci, ou alors est-ce que c'est d'autres qui nous ont rattrapés? Oui. Vous savez ça également. Et ou alors le nombre de pays enquêtés. Donc tout cela, c'est un des indicateurs. Il y a d'autres indicateurs évidemment là-dessus en parlant de liberté de la presse. Le premier indicateur en matière de liberté de la presse dans un pays, c'est la pluralité des titres. Combien y a-t-il de journaux? Combien y a-t-il de radios et de télévision? Oui. Parce que si nous sommes dans des cas où effectivement il n'y a qu'une seule radio, une seule télévision, généralement appartenant à l'État, etc., un truc comme ça, évidemment on ne peut pas parler de la liberté de ce point de vue. Mais quand il y a pluralité de titres, des journaux, plusieurs journaux, ici la maison en a créé il n'y a pas longtemps, donc aujourd'hui on est à 29 titres si je prends les chiffres annoncés récemment, plus maintenant les radios, etc. Donc de ce point de vue, cet indicateur-là, le Sénégal est aux normes en termes de liberté, de création. Maintenant, l'autre chose, c'est qui crée et dans quelles conditions on crée. Là, nous amène au contenu. Troisième indicateur. Quels sont les contenus? Qu'est-ce que nous mettons là-dedans? Quatrième indicateur. Quelle est la perception des populations? Quelle est la perception du public en face des médias? Et ensuite, sous-indicateur de cela, quel est le contexte politique? Parce que le contexte politique, d'une manière ou d'une autre, influe sur la perception que les gens ont de la presse. Ils attendent des journalistes, certains, je ne veux pas dire tout le monde, mais généralement, on attend du journaliste qu'il, non pas qu'il se contente seulement de vous donner les faits et de vous permettre, comme citoyen, de comprendre vraiment comment fonctionne la société et éventuellement, au moment du vote, de choisir des éléments d'appréciation. Objectif, merci beaucoup. En fait, moi, je dirais toujours honnête. Quand on nous pose... quand on dit factuel, d'accord. Quand c'est factuel, effectivement, c'est l'objet qui est là, ça c'est d'accord, c'est objectif. Mais généralement, dès qu'il y a perception, parce que quand nous sommes journalistes sénégalais, il y a un autre qui est journaliste dans notre pays, d'une manière ou d'une autre, même devant le fait, il suffit simplement qu'il y ait une petite contradiction dans les faits. Nous, d'une manière ou d'une autre, nos traditions, nos perceptions, nos cultures interviennent dans la manière de traiter le fait. J'aurais mis ceci en première phrase, toi tu aurais mis autre chose, parce que c'est comme ça également, c'est une question de perception. Donc c'est pourquoi je dis, mais l'honnêteté au moins c'est que nous n'avons rien inventé et que ce que nous allons dire, nous le dirons en fonction de ce que nous pensons être bon pour que le Sénégalais, pour que le Sénégalais puisse citoyen avoir un esprit critique. Ça c'est donc cet indicateur-là. Alors si nous ratons le premier indicateur, nous le traitons, on ne l'a pas raté. Vraiment, il y a plein de journaux, il n'y a pas de problème. Maintenant se pose la question de qui a créé le journal et subséquemment avec quel contenu. Les contenus peuvent être perçus, c'est encore l'autre indicateur, bien ou mal, en fonction de ce que certains pensent que les journalistes doivent être des porteurs de leur combat. Autrement dit, ce que j'appelle les combats politiques par procuration. J'attends du journal qui dit ce que moi je veux, j'attends de la radio... Sinon il est mauvais. Sinon il est mauvais. Alors ce que j'ai moi, c'est mon point de vue politique, c'est mes opinions sur telle et telle chose. Je ne peux pas demander aux journalistes de venir juste dans le sens que moi je veux. Parce que le faisant, évidemment, je lui demande de faire mon combat ou simplement de donner mon point de vue. Et c'est un piège dans lequel le journaliste peut tomber s'il est souvent en quête de popularité. Non seulement en quête de popularité dans un sens, mais également s'il n'ose pas prendre sa liberté, sa responsabilité, c'est justement sur l'autre indicateur. Donc, mais il est subjectif cet indicateur-là. Quel est le courage du journaliste qu'il peut avoir de dire l'opinion m'entend ici, je n'ai pas à suivre l'opinion. Est-ce que le fait
oui ou non, honnêtement, est-ce que ce que je rapporte est bon avec toi? Oui. Si c'est pas cela, que les autres soient d'accord ou pas d'accord, voici ce que je donne, c'est ça qui est factuel. Donc, si nous mettons tous ces indicateurs ensemble, et on dit le Sénégal a reculé. Est-ce que le Sénégal a reculé? Donc, il était là, il est allé plus bas, ou alors parce que les autres l'ont rattrapé. Évidemment, si c'est parce que les autres l'ont rattrapé, il n'a pas bougé. Et comme on dit, qu'il n'avance pas, recule. Parfaitement. Est-ce que c'est ça qui nous est arrivé? Mais au moins, si nous prenons l'indicateur maintenant, double de perception en fonction du contexte politique, et également des contenus. Oui, les contenus posent problème. Parce qu'on a l'impression, et ça j'ai une expression wolof que j'emploie très souvent, qu'on reste plus dans le khalam pour les uns, dans le khahar pour les autres, mais dans un cas comme dans l'autre, on ne rend pas service à la liberté de la presse. Et vous parlez d'un problème de contenu parce qu'il y a beaucoup d'immixtion aussi d'éléments étrangers. Maintenant, il y a autre chose maintenant qui est plus global, c'est l'institutionnel. C'est-à-dire que quel est le rapport entre la presse et le pouvoir? Ou alors, quel est le rapport presse-pouvoir? Le pouvoir est suffisamment vigilant ou intelligent, entre guillemets, pour ne pas donner l'impression de fatiguer les gens, mais en vérité, en termes de contenu, on glisse beaucoup de choses. Tout à fait. Et alors, en le glissant, si vous vous retrouvez avec beaucoup de journaux, beaucoup de radios, mais qui n'ont pas les moyens de leur mission, parce qu'effectivement la précarité est là, le journaliste précaire devient un journaliste solvable, qu'on le veuille ou non, mais solvable pour qui? Pour celui qui achète. Tout à fait. Il va se dire là. Mais d'habitude, Ibrahim Bakhoum, c'est l'appareil d'État qui est incriminé. Mais chez nous, de plus en plus, on voit un peu que cela change de camp, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de terrorisme intellectuel et ça émanerait plus de l'opposition que du pouvoir. Il y a des maisons de presse qui ont été attaquées. Tout à l'heure, le secrétaire général du SYNPICS l'a rappelé, mais les auteurs présumés provenaient de l'opposition et non pas du pouvoir. C'est parce que le pouvoir, parfois, le pouvoir a des moyens de pression qui ne sont pas ceux-là. Celui qui n'a rien, c'est exactement comme on le dit de manière triviale entre personnes, celui qui se met à parler, qui est violent dans son discours, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Ce qu'on appelle le terrorisme, c'est quoi? C'est l'arme du plus faible contre le plus fort. C'est ça qu'on appelle le terrorisme. Et bien, ici, vous avez parlé... Et c'est la faiblesse qui légitime un peu l'acte. Je ne suis pas en train de l'acte répréhensible. Qui explique n'est pas que légitime. Qui explique, en tout cas. Je préfère dire qui explique, ne pas légitimer. Je ne peux pas légitimer une violence contre qui que ce soit d'ailleurs. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qui fait son travail. Donc, le pouvoir a d'autres ressorts. Des leviers qu'il peut utiliser pour ne pas être vu, mais en vérité, c'est une sorte de pression qu'il fait. Celui qui n'a pas ces moyens de l'État, qui ne peut pas mettre de l'argent, qui ne peut pas, etc., fermer des ports ou en ouvrir, celui-là, évidemment, ce qu'il fait, c'est, comme tu as dit, c'est la violence, c'est le terrorisme intellectuel. Là. Mais ce terrorisme également, généralement, il est porté par des gens qui n'ont pas la capacité de lire et comprendre un journal normalement. Parce que ce n'est pas rien. Lire un journal et le comprendre, ce n'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. D'autant plus que maintenant, peu de gens lisent les journaux. Pourquoi? Certains ne lisent pas parce qu'ils disent, écoute, c'est du n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Parfois, oui, parce qu'effectivement, ils sont concurrencés par d'autres contenants, je veux dire Internet, etc., qui gênent les journalistes, les médias, le support traditionnel, truc. Donc, une partie du public ne lit plus du tout le journal, donc ne l'achète pas du tout. Précarité à venir, on en reparlera. Et d'autres également, simplement, ils disent ça ne sert à rien. De toute façon, c'est la même chose. Et il y a une expression que j'ai ramassée quelque part il y a plusieurs années. Vraiment, quand je dis ramassée, je l'ai lu, je ne sais plus qui l'avait dit. Mais il dit en parlant des médias sénégalais que c'est les mêmes informations provenant des mêmes sources. Et il ajoute avec les mêmes fautes. Bon, celui-là, évidemment, ce n'est pas bon pour la presse. Mais globalement, si donc nous revenons à pourquoi le Sénégal a reculé. Quand les contenus sont devenus des contenus partisans ou conciliants pour les uns en disant parce que j'ai peur d'être, comment est-ce qu'on appelle ça, traité de pro-pouvoir, ou alors que j'ai peur d'être traité de pro-opposition, alors maintenant, on fait un arbitrage. Le patron fait un arbitrage en disant l'argent vient de tel côté parce que c'est moi qui paye les salaires, c'est moi qui suis donc en charge de telle et telle chose. Lui, il va écouter plus de pouvoir. Et en écoutant plus de pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il va adoucir son ton. Et le public va dire, ça ne sert à rien. Et cette perception-là va avec
la perception qu'on a des politiques. Quand je dis des politiques, je veux dire que des acteurs politiques, comment on les voit, comment on voit le pouvoir. Et à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre, on influe ou on influence la manière de percevoir le journaliste dans le public. Et quand dans les enquêtes de RSF, Reporters sans frontières, je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'ils travaillent, mais entre autres choses, si par exemple les enquêtes auprès des populations, la perception qu'ils ont des médias, leur perception c'est en fonction de la perception qu'ils ont du pouvoir public, quand le pouvoir public en termes d'image a une image déclinante, quand les gens font moins confiance, etc., à ce moment-là, on attend des journalistes, enfin quand je dis on, c'est pas tout le monde, mais des gens attendent des journalistes qui soient suffisamment critiques contre le pouvoir. Tout à fait. Et quand vous êtes en train d'être un héros pour certains, mais vous êtes en train d'être exactement un danger pour la profession. C'est un piège. Il arrive également, ou il est arrivé, qu'un journaliste ou même un média transgresse les règles de base, au vu au su de tous, du moins des professionnels, et regarde l'opinion en se cachant notamment derrière la liberté de la presse. Alors, par quels moyens est-ce qu'on peut résoudre ce genre de problème? D'abord, que les journalistes reviennent aux fondamentaux de la profession. Quand on parle d'éthique et de déontologie, ça n'a pas été inventé par des Sénégalais, même si effectivement il y a une charte des journalistes du Sénégal qui comporte beaucoup de ces trucs-là, mais il y a déjà, en termes d'éthique et de déontologie, on en parle presque depuis l'aube de la presse écrite, puis de la radio, de la télévision, au fur et à mesure. Mais en fait, si nous sommes au Sénégal, nous disons aux journalistes, l'éthique, c'est ceci. Ça ne s'apprend pas à l'école. Je le dis à mes étudiants, je peux l'évoquer, mais le cours d'éthique comme tel pose problème. Parce que l'éthique, c'est la maison, c'est l'éducation, ça vient d'ailleurs. La déontologie, c'est des règles. Droit, devoir. Ce que vous avez... Mais le sens de ma question, c'est justement l'instrumentalisation que certains font de cette liberté de la presse. Oui, Sandra va. En transgressant et après en évoquant. J'avais employé le terme responsabilité depuis le début quand on parlait des indicateurs. Oui, la responsabilité nous impose. Vous savez, on dit dans le métier, tous les journalistes savent, je suppose, que même si ce que vous allez dire, parce que c'est du factuel, voici le fait, même le dire va affaiblir vos convictions personnelles, vos convictions philosophiques, politiques, etc. Mais vous devez le dire parce que c'est le droit du public d'avoir l'information. Quitte après maintenant à ce que vous commentiez par ailleurs en disant clairement que ça c'est mon opinion. Et si vous dites que ça c'est mon opinion, les gens peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord avec vous. Absolument. Mais quand vous prenez le fait et que vous le manipulez, ou bien vous le manipulez parce que vous faites de l'autocensure, parfois c'est le journaliste lui-même qui fait de l'autocensure. Son patron n'est pas là, quand je dis son patron, je parle simplement du supérieur média, le rédacteur en chef ou le chef de desk. Il n'est pas toujours là pour s'assurer que ce que tu dis là, tu l'as vérifié ou pas. Il part du principe, il te fait confiance. Alors que parfois, tu as dit des choses qui ne sont pas exactes. Évidemment, l'expérience, personnellement, pour avoir occupé toutes ces fonctions, je connais, l'expérience est quand même, quand je dis un truc, je dis, bon, ça c'est pas clair, c'est pas bon, etc. Mais il y a toujours... on peut toujours traverser des trucs entre les mains, on peut toujours passer. Mais dans tous les cas, c'est d'abord la responsabilité du journaliste. Qui est engagé, individuel. Et quand on engage la responsabilité du journaliste, cela veut dire quoi? C'est que vous n'êtes pas là pour Mademba, vous n'êtes pas là pour Aminata ou pour Khalifa et tout. Vous êtes là pour dire aux gens, voici ce qui s'est passé. En effet. Quitte après ce que vous disiez, mon vieux, vraiment, cette histoire-là, c'est dommage, quoi. Je suis obligé de la donner, parce que c'est ça le fait. Mais bon, ça... Après, il y a des genres qui permettent de donner son opinion. Il y a un genre qu'on appelle le commentaire qui te permet de faire un truc à côté. Tout à fait. Les conditions maintenant. Confondent, il y a plein de choses qu'on confond dans le genre journalistique. Le factuel, il est là, on donne. Vous avez le commentaire à côté, vous avez l'analyse, vous avez l'enquête. Et chacun de ces éléments demande que vous soyez suffisamment bien armé pour savoir je ne peux pas faire la différence. Mais parfois, qu'est-ce que je vois ici? Rien que dans l'attaque, la première phrase déjà, tu vois, il y a un commentaire là-dedans. On ne fait pas attention. Mais quand tu commentes, tu orientes d'une manière ou d'une autre la perception que l'autre va avoir. Tout à fait. Et alors, si tu commences ton papier par un commentaire, et celui-là, le commentaire que tu mets en avant ne l'arrange pas, il ne va pas continuer à lire dans certains cas. Et s'il ne lit pas, il n'a pas l'info. Et si on le multiplie sur des années, sur des trucs, on rabaisse sans nous en rendre compte, on ramène le niveau de perception à tel
Parce que demain, si on vous demande d'être suffisamment critique par rapport aux médias de votre pays, vous n'avez pas les éléments pour les sortir. Vous dites, bon, ces gens-là, passez-moi l'expression, bon, c'est des cons, c'est des... En fait, ou alors, là, ils sont excellents. Ils ne sont ni excellents ni le reste. En vérité, ils font leur boulot. Nous allons pour terminer. Ça, je parle de ceux qui font leur boulot. Maintenant, il y a ceux qui... Parce que dans la précarité également, il y en a qui se vendent. Il y a des confrères. Bon, écoute, se disent, écoutez, moi je ne suis pas payé, je ne suis pas transporté, j'ai tous ces problèmes-là. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas le salaire pour le justement, nous allons y venir avec les conditions de travail, le traitement matériel, pour ne pas dire salarial. Dans certaines maisons de presse, est-ce que l'on devrait les verser dans les éléments qui font justement la liberté du journaliste? Oui, parce que le journaliste a une liberté qui se précarise quand son niveau de vie baisse, ou même quand il n'en a pas du tout. Vous prenez, il y a certains journalistes, en fait, certains médias plutôt, préfèrent recruter quelqu'un qui n'a pas fait comme Khalifa, qui n'a pas une bonne formation, qui n'a pas été... Plutôt ça en disant, c'est pas grave, il va apprendre. Mais le temps qu'il se met à apprendre, il a vu ce que vous, employeurs, vous faites et qui n'est pas bon. Et du point de vue éthique et déontologie, vous lui en parlez, il dit, bon, ça va, lui le patron, ce qui l'intéresse, c'est que l'argent entre. Mais dans ce cas, les corps de contrôle qui devraient veiller au respect du cahier des charges. Parce qu'il me semble que dans chaque maison de presse, il y a un nombre de journalistes professionnels requis. Même l'obtention de licence pour la télévision, par exemple. Déjà, allons à la définition de journaliste. Le nouveau code de la presse vous dit, et journaliste, celui qui est formé dans une école reconnue par l'État. On verra, enfin, on aurait pu aller voir, mais ça c'est très long. Deuxièmement, il faut avoir une licence L3, dans quelque matière que ce soit, en mathématiques, en physique nucléaire, tout ce que vous voulez. D'abord. L3. Et ensuite, avoir fait 2 années dans des rédactions. Donc, vous n'avez pas été dans une école de journalisme, mais au moins ce passage dans une rédaction avec le background que vous avez, avec ce que vous avez acquis à l'université, ça peut vous permettre d'avancer plus vite. Ça, c'est donc le deuxième critère, mais à ce moment, vous passez devant une commission de validation des acquis de l'expérience. Ou alors, vous êtes là depuis 10 ans, donc votre arrivée dans la profession est antérieure à l'avènement de ce code-là. On dit, écoute, on ne va pas vous sortir comme ça, mais au moins, on va vous évaluer quand même pour voir qu'est-ce que vous avez retenu, etc. C'est comme ça. Donc, les corps de contrôle dont vous parlez, il y a le CNRA qui fait ce qu'il a à faire. Lui ne parle pas des journalistes. Le CNRA parle aux médias, à l'employeur, en disant il s'est passé telle et telle chose ici. Et donc, parfois, ça renvoie à ce que je disais au début. Certains vont sauter, crier, c'est pas normal, etc. Parce que ce qui les intéresse, c'est quel est le journal qui nous permet, nous, de porter, celui qui porte nos combats à nous. Alors, quelle est la radio qui porte nos combats, quel est le journaliste qui... Alors, celui-là devient un héros. Mais ce n'est pas parce qu'il est un héros comme cela, parce qu'effectivement, il est en train peut-être de... ou qu'il fasse bien ou qu'il fasse mal son boulot. Mais l'essentiel, c'est que ça soit d'abord jugé par des gens qui savent ce que informer veut dire, ce que c'est que le droit du journaliste. Merci beaucoup. Merci Madame Barraud. Merci beaucoup. Il y en aurait beaucoup à dire de toute manière. On ne peut pas épuiser en un quart d'heure toute cette problématique qui intéresse tous les Sénégalais. Mesdames, Messieurs, c'est la suite de la totale dans un instant. Un train peut en cacher un autre. Le bilan controversé des 100 premiers jours d'exploitation du TER, le train express régional, s'embourbe dans les recettes. Une polémique qui omettrait le visage alternatif du TER qui aurait servi un bol d'oxygène à bien des bourses. Seydina Mbaye et Mame Abdoulaye Kassé ont signé ce dossier. Regardez. Contrairement aux critiques, le train express régional est un projet rentable et les chiffres qui l'attestent ne souffrent d'aucune ambiguïté car sortis directement de la billetterie, réplique le directeur de la SENTER. Le ministre des Transports avait révélé récemment qu'en 100 jours d'exploitation, le TER a fait 3 milliards de bénéfices sur la vente des tickets et a transporté plus de 5 millions de passagers, dont 50 000 en moyenne par jour. Mieux, Abdou Sall parle aujourd'hui de 63 000 passagers journaliers. Nous avons dans notre compte d'exploitation prévisionnelle, au début, sur les 3 mois, on avait prévu de faire voyager 30 000 personnes. Nous devions commencer à 30 000, aller à 50 000, aller à 65 000, aller à 75 000, qui nous donne ce qu'on appelle l'équilibre en termes de recettes d'exploitation et de dépenses d'exploitation. Donc nous n'avons pas de problème du tout.
Ce bilan élogieux dressé par le ministre des Transports terrestres a été contesté par bon nombre d'économistes. Dr Pape Mamadou Touré reproche à ses confrères concernés d'avoir fait une analyse trop simpliste. Le TER rentre dans le cadre d'une mission de service public de l'État. Sa vocation naturelle, ce n'est pas d'être une vocation financière. Mais soit. D'ailleurs, si on revoit en fait les analyses précédentes dans les études initiales, il était prévu d'ailleurs un déplacement de l'ordre de 115 000 passagers jour. C'est vous dire qu'aujourd'hui, à 50 000, je ne suis pas étonné des chiffres du ministre. D'ailleurs, qui sont des chiffres prudents. C'est dire que ça n'a rien d'exceptionnel. Selon lui, il faut plutôt voir les externalités positives du TER. La réalisation d'externalités positives, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement en fait que, on soulage le pouvoir d'achat populaire. 2, on améliore la qualité de vie en fait des citoyens sénégalais habitant en banlieue. On améliore la qualité de l'air, la pollution atmosphérique. Et puis de façon plus générale, on contribue, disons, à créer, disons, une dynamique autour d'une métropole en fait en devenir, qui est Diamniadio. Selon une étude de la Banque mondiale, chaque année, la forte congestion à Dakar entraîne une perte de 100 milliards de francs CFA. Par rapport à ce chiffre, les externalités en question, favorisées par le train express régional, ont permis de faire un gain de 40 milliards de francs CFA, révèle le patron de la SENTER, société en charge de la gestion exclusive du patrimoine ferroviaire. Nous avons des gains sur la sécurité. Nous avons des gains sur la pollution locale. Nous avons des gains sur les émissions de gaz CO2. Nous avons des gains sur l'oubli. Nous avons des gains en amont et en aval. Nous avons des gains sur la décongestion. Nous avons des économies d'entretien quand même de la voirie. L'ensemble de ces économies ont été évaluées et nous avons 40 milliards de gains économiques pour l'usage. Les recettes annuelles de la billetterie sont estimées à 22 milliards de francs CFA. C'est avec cet argent que la SETER, société d'exploitation du train express régional, est payée à hauteur de 20 milliards de francs CFA par an. Mamadou Gaïkassé, merci. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Vous êtes en face de l'économiste Dr Mamor Sen et vous allez au-delà des chiffres de la polémique. Tout à fait. Mamor est un économiste, il est chercheur et il est à l'Institut des politiques publiques. Il suit de très près donc, ces questions. 100 jours après sa mise en service, le TER agrège beaucoup de faveurs. On a comme l'impression qu'il y a un retournement de l'opinion qui accepte ou en tout cas qui découvre maintenant les vertus du TER. 100 jours après, a-t-on le sentiment que le TER donne satisfaction déjà? Merci beaucoup, M. Ndiaye. Et je pense que vous avez raison de soulever cette question qui fait débat. Par rapport au TER, 100 jours de mise en œuvre, il y a un débat qui est soulevé par rapport à cette infrastructure. C'est normal parce que c'est une nouvelle infrastructure qu'on n'a jamais dans ce pays. Mais je pense qu'après 100 jours, le seul indicateur que nous avons, c'est la perception de ces usagers. Le retour de ces usagers. Et je pense que si on prend cette perception de ceux qui utilisent le TER, la réponse est favorable. Puisque c'était décidé donc aux usagers. C'est les premiers à devoir s'exprimer sur la question. Effectivement. Donc on ne devrait pas spéculer en amont alors que le TER n'était pas encore mis en œuvre. Oui, moi je pense que le débat, je ne dirais pas à mon avis, il est biaisé. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut séparer, dissocier. C'est par rapport à la perception de ce que les usagers ont, mais aussi par rapport à la question de la rentabilité, dont je juge peut-être à mon avis qui est quand même un peu très tôt. À moins on peut parler de la profitabilité pour ne pas parler de la rentabilité. Parce que la rentabilité obéit à des principes, mais aussi à des critères. Mais le seul indicateur qui est valable et que nous avons, c'est la perception de ces usagers. Donc ceux qui ont convoqué peut-être la rentabilité, ils ont fait un peu fausse route, ou bien ils ont anticipé un débat qui n'avait pas lieu d'être. Oui, c'est la raison pour laquelle je dis au début, le débat est un peu biaisé. Oui. Du côté quand même de la tutelle qui est le ministère, mais aussi du côté peut-être de l'opinion publique. Oui. Parce que je pense qu'un investissement public ou bien public, on ne peut pas parler quand même d'une rentabilité liée à des questions financières.
Mais aussi, je pense qu'en un délai très court, nous n'avons pas tous les outils liés à ce principe de rentabilité pour évaluer un bien public. Je pense qu'à l'instant T, le seul indicateur que nous pouvons peut-être utiliser, et je reviens, c'est par rapport à la demande. La demande, c'est qui? C'est la population. L'État travaille pour qui? Pour la population. Je pense que la satisfaction de la demande fait appel à la satisfaction de l'État. Et la satisfaction de la demande se mesure par la perception de ce que ces usagers ont par rapport à l'utilisation de cette infrastructure. Alors, si vous récusez donc le terme de rentabilité, allez-vous le remplacer par un autre concept beaucoup plus opérant, notamment profitabilité ou bien peut-être productivité ou efficience? Ça englobe tous ces jeux de mots, la profitabilité, l'efficience, la productivité. Parce que la profitabilité fait appel aux chiffres d'affaires dont peut-être le ministre en question en parlait, n'est-ce pas? Et je pense que dans un délai quand même assez court de 100 jours, on peut parler de la profitabilité. La productivité, c'est par rapport aux usagers. Parce que l'utilisation aussi de cette terre, en termes de gain de temps, mais aussi en termes de confort, ça va augmenter la productivité des activités de ces usagers. Et c'est donc la productivité de ces activités va avoir un impact aussi positif du point de vue aussi des recettes de l'État, je dis. Parce que lorsqu'on, en termes de gain de temps, ça va impacter sur l'activité de ces ménages ou bien de ces personnes qui utilisent la terre. Et ça va impacter sur leur activité qui, en retour, ça va impacter positivement sur les recettes fiscales de l'État, en quelque sorte. Ceux qui utilisent la terre et ceux qui restent automobilistes aussi. Oui. Effectivement. Parce qu'ils gagnent du temps et ils gagnent du temps et ils sont plus confrontés à ces embouteillages sans fin qui les retardent au travail. Effectivement, si on connaît la perte peut-être due à ces embouteillages, et si on connaît peut-être... Qui avait été évalué une fois, mais peut-être effectivement, mais avec une publication qui n'est pas récente, et qui avait quand même parlé de plusieurs milliards, donc je me dis que si on évalue encore, ça va être vraiment très dense. Parce que cette publication, il n'y avait pas d'infrastructure comme l'autoroute à péage et tout ça, mais à l'instant T, avant de terre, si on évalue quand même la perte due à ces embouteillages, ça va être vraiment une manne financière assez énorme. Donc, pour vous dire, il y a tellement de paramètres à prendre en compte par rapport à cette... Il me semble que cet aspect a été occulté. Oui. On s'est focalisé uniquement sur les recettes. C'est ça. Au lieu de parler de cet aspect qui ferait partie un peu de la profitabilité. Oui. Profitabilité et avantage justement que procure justement le terre. Par exemple, le confort, la commodité, la fonctionnalité, la rapidité et peut-être même aussi la ponctualité. Absolument. Je pense certains qui viennent de Thiès ou bien d'Anguehor disent qu'une fois qu'ils ont pris le terre, ils peuvent peut-être stationner leur véhicule à l'entrée de Diamniadio. Et du coup, ils font 17 minutes pour le reste du trajet. En fait, ça, c'est peut-être ceux qui ont vécu le terre. Mais ils disent également que pour le retour, quand ils arrivent à Diamniadio, ils reprennent leur voiture et tranquillement, ils prennent le péage. Donc, ces commodités peut-être ne sont pas chiffrables, ne sont pas quantifiables, mais participent sans doute aussi de l'effort, disons, d'amélioration de l'ordinaire des populations. Commodité et économie aussi. Économie sûrement, oui. C'est la viabilité économique. Ces commodités que vous appelez, c'est la perception de ce que les usagers ont. C'est des facteurs que peut-être qui ne sont pas quantifiables, mais sont des facteurs qui sont observables. Lorsqu'un Sénégalais, par exemple, préfère prendre le terre et laisser sa voiture, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui participe à améliorer son pouvoir d'achat. Et donc tout ça sont des aspects peut-être qu'on ne peut pas dissocier par rapport à la vie économique. C'est quantifiable. Faudrait-il s'y pencher? Effectivement, c'est quantifiable. Mais c'est quantifiable, mais dans un délai ou bien dans une longue durée. Mais ça ne peut pas être quantifié parce que l'économie est dans une dynamique. L'économie est dans une situation structurelle. Donc on ne peut pas quand même peut-être parler des indicateurs quantitatifs dans un délai de façon conjoncturelle. La seule chose, le seul indicateur qui est valable, c'est la perception. Les gens vous disent qu'il y a le confort, il y a le gain de temps, mais ce gain de temps et ce confort va accroître la productivité des ménages, qui à son tour aussi va impacter sur peut-être le fonctionnement de cette population, n'est-ce pas? Alors, Khalifa, si vous permettez, les infrastructures, surtout les grosses infrastructures, elles nécessitent également un suivi de la maintenance, mais en même temps aussi peut-être toute une gestion, n'est-ce pas, pour ne pas dégrader très rapidement ces infrastructures. Est-ce qu'il y a une philosophie qui peut sous-tendre la démarche du TER pour au moins l'entretien de ces infrastructures, notamment les rails d'abord, mais en plus aussi peut-être les trains, dont on ne connaît pas aujourd'hui le nombre, mais le flux permanent de ces trains permet également de dégager davantage donc de passagers d'un point à un autre. La gestion elle est importante. La gestion fait que l'infrastructure dure dans le temps. Oui. Et cette gestion fait appel du côté de la population, mais aussi du côté de l'État. L'État a les moyens peut-être pour faire une bonne gestion de ces infrastructures. Mais il y a un saut de patriotisme.
Parce que si on a quand même le droit peut-être d'évoquer un certain coût de financement par rapport à une infrastructure, nous avons aussi le droit de préserver peut-être nos biens publics, n'est-ce pas? Ça, je pense que c'est un saut de patriotisme que chacun de nous doit avoir. Parce que donc, je pense que le TER, quoi qu'on puisse dire, il y a une importance capitale par rapport à la mobilité urbaine et périurbaine. Voilà. Si on reste justement sur le transport urbain, le TER avait été conçu comme étant une structure peut-être qui capte d'autres infrastructures par des connexions qui permettraient une fluidité du transport et de la circulation. Si ces ouvrages ne sont pas encore terminés, le TER ne remplirait sans doute peut-être sa fonctionnalité qu'à moitié, ou peut-être même ne serait pas très opérationnel, je veux dire. Quelqu'un qui quitte peut-être une zone devant aller à Diamniadio et passant par Pikine, si peut-être il ne trouve pas moyen de se connecter au TER à Pikine, ça pose un problème, non? Alors que c'était prévu. Effectivement. Et ensuite, le TER ne s'arrête qu'à Diamniadio. Il lui reste peut-être le tronçon pour aller jusqu'à l'AIBD. Oui. Donc, tout ceci mis dans un sac signifie simplement que c'est trop tôt de parler et de rentabilité et de globalisation justement de l'efficacité économique du TER, non? Les prévisions étaient sur 2 phases. Nous sommes dans la phase 1, il reste dans la phase 2. Okay. Alors, ces routes de liaison, ce que les logiciens appelaient des rabattements pour accéder à l'infrastructure principale qui est le TER. Mais je pense que l'État peut-être, ou bien l'État gagnerait à faciliter toujours le déplacement, à pouvoir peut-être créer des liaisons pour que le déplacement de la population en bas pour accéder à l'infrastructure soit facile, n'est-ce pas? Et je pense que peut-être en s'attaquant rapidement sur la deuxième phase, ça va être bénéfique pour la population. Parce que ces rabattements aussi, il le faut. Parce que si vous prenez Kermassar, il faut quand même partir de loin de Tivaouane pour aller aussi au niveau du gare pour prendre le TER. Je pense qu'il peut y avoir quand même des rabattements pour faciliter l'accès à ce TER. Ce sont des grands défis. Donc, disons-nous que nous sommes à 100 jours. Donc, le débat, je pense, est très tôt. Comme on dit, profitons en quelque sorte de ce jeu de mots de la profitabilité, de ce que le TER donne en termes de confort, en termes de productivité, et même en termes d'attractivité. Parce que regardez, si nous avons les autres, je prends l'exemple peut-être du match qu'on avait avec l'inauguration, mais la première chose, c'est de faire visiter à ces autres TER. Donc, bon, je ne dirais pas qu'il y a une position touristique très dense, mais quand même, il y a un facteur d'attractivité à ne pas négliger. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, quand même, on a une infrastructure donc, qui peut être quand même concurrencée ou bien comparée à d'autres infrastructures dans les autres pays développés, n'est-ce pas? Alors, le TER est un outil de développement, mais là, ça me fait penser peut-être à un économiste de renommée, en la personne du professeur Kassé, dont on salue, dont on organise sans doute des travaux sur sa trajectoire universitaire la semaine prochaine. C'est aussi le lieu de saluer sans doute ce grand esprit qui a été très productif, très prolixe, mais en même temps aussi qui est intervenu sur beaucoup de débats de développement, ici au Sénégal et même à travers l'Afrique. Effectivement. Que représente-t-il justement pour les jeunes économistes que vous êtes? Merci Boucher Ndiaye d'avoir passé à ce monument de savoir, à ce baobab. Nous, on l'appelle le maître des maîtres. Parce que nous, le professeur Kassé a formé les maîtres qui nous ont formés. Donc c'est le maître des maîtres. Et en termes peut-être de contribution, il a tellement fait pour les universités africaines que donc on n'a même pas le temps de passer bien. On passera toute une nuit à parler de sa forte contribution dans les universités africaines, en termes d'enseignement aussi, en termes de recherche. Raison pour laquelle l'UCAT, et à travers la FASEG, a décidé de rendre hommage à ce monument de Bao. Et je remercie les autorités de la FASEG qui ont eu quand même, peut-être vraiment cette réflexion de rendre hommage au professeur de son vivant. C'est important. C'est un monument et nous le devons, ou bien le professeur mérite tout. Oui. Mérite tout. Mais les journalistes économiques, par ma voix aussi, peut-être s'associent sans doute à cette fête, mais à cette réflexion, n'est-ce pas, autour du professeur Kassé. Je pense que nous lui devons quelque chose, nous lui devons même beaucoup, parce qu'il a même contredit le président Abdou Diouf, il a même contredit le président Senghor quand il était encore jeune chercheur, mais tout ceci c'était pour instaurer un débat démocratique dans le pays, et il a été effectivement un héros de cette politique qui s'est beaucoup incendiée dans notre pays. Et pour rappel, c'est prévu le 17 et le 18 à l'ICAT. Ah d'accord. Okay. Oui. Voilà.
Khalifa. Merci beaucoup Monsieur Ndiaye, merci Monsieur Sène pour ces éclairages. Dans quelques instants, nous retrouvons Cheikh Hassana Fall pour le bulletin de 19h45 et la suite de la totale sera juste après ces informations. À tout à l'heure. Bouillon Culture qui ouvre cette seconde partie de Total dimanche avec le djamou ou tatouage des gencives qui n'est pas l'apanage des dames. Les hommes le pratiquent également, non pas pour l'esthétique, mais plutôt pour la santé bucco-dentaire. Et nous allons découvrir justement que cette pratique cache une vertu avec Seydina Mbaye et Boubacar Dieng sur ce plateau que nous retrouvons juste après le sujet. Regardez. Chez les Peuls, par exemple, le tatouage des gencives existe depuis le 19e siècle. Avec le temps, bien d'autres ethnies le pratiquent. Le tatouage des gencives ou djamou a bien des avantages, tant esthétiques que traditionnels. Le tatouage des gencives fait partie de notre tradition. Autant nos grands-parents le faisaient pour évaluer la bravoure des femmes, mais aussi ça permettait de savoir si la personne est en bonne santé ou pas. J'entendais dire que le djamou fait sortir le sang impur qui loge dans la gencive. Grâce au tatouage de ses gencives, cet homme s'est débarrassé de sa maladie dentaire. Le tatouage des gencives est une très bonne thérapie. J'avais une maladie dentaire tout le temps. J'étais obligé d'aller à l'hôpital. Par la suite, ma grand-mère m'a demandé d'aller voir une vieille dame à face pour faire le djamou. Quand elle le faisait, j'ai perdu beaucoup de sang. Mais depuis lors, je n'ai plus cette maladie dentaire. Je me sens bien. Même si le tatouage des gencives reste une pratique ancestrale, il tend à disparaître avec le temps. Rares sont les personnes qui le font. Est-ce une pratique dépassée par le temps? Une question qui se pose avec acuité. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Nous tentons de répondre à la question, justement, est-ce que cette pratique tend à disparaître vraiment? Oui, c'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre avec les constats que nous avons faits dans la société, parce qu'il est rare actuellement de voir une personne qui a fait le tatouage de ses gencives ou bien le djamou. Mais on peut dire que ça existe toujours, mais pas dans la capitale sénégalaise, on en voit rarement, mais quand on va dans l'intérieur du pays, comme chez nos voisins Peuls, donc ça existe toujours. Il est aussi fréquent de rencontrer des dames qui sont d'ethnie Peul ou bien d'ethnie Sérère qui le font toujours. Mais autour des lèvres, non pas sur les gencives. Oui, oui, mais autour des lèvres, surtout autour des lèvres. Mais bon, il y en a qui font au niveau de la gencive, qui le font aussi. Mais chez les Peuls, c'est surtout au niveau des lèvres. Mais il y en a aussi des hommes qui le font, comme dans le dossier que j'ai réalisé tout à l'heure. Il y a un homme qui l'a fait parce que il avait une maladie dentaire, donc pour s'en débarrasser, sa grand-mère lui avait proposé d'aller voir une dame qui était à côté. Et depuis qu'il a fait, donc tout est ok, quoi. Donc c'est thérapeutique, ce n'est pas que pour se faire beau ou pour se faire belle. Effectivement, c'est pour l'esthétique et pour la santé aussi. Donc c'est curatif, mais aussi ça vous rend beau ou bien belle. Ouais. Est-ce qu'il y a des remarques qui émaneraient peut-être des spécialistes des dents, pour ne pas dire les dentistes? Les dentistes. À ce sujet, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça ne l'est pas? Oui, pour ce sujet, je ne les ai pas consultés parce que je n'avais pas pu les contacter donc, pour essayer d'étayer tout cela. Mais j'en suis sûr que prochainement, ou bien dans un autre dossier santé, donc nous y reviendrons. En tout cas, c'est un dossier à suivre, Boubacar Dieng. Nous y reviendrons en profondeur pour voir quelles sont les incidences, il y en a au plan sanitaire. Et nous parlons tout de suite d'autre chose avec Aïr A qui nous mène ce soir à Saint-Louis dans un instant. L'hippomobile, une culture dans la capitale du Nord à Saint-Louis, qui serait mutilé sans ses calèches. Un moyen de transport urbain étroitement lié à l'histoire même de cette vieille ville. La calèche d'hier à aujourd'hui avec Maktar Sek et Younoussa Gueye. Regardez ce reportage.
Durant la période coloniale, le transport urbain était principalement assuré par des véhicules à traction animale ici à Saint-Louis. Au fil des années, ce moyen de transport, communément appelé en langue locale voiture, est devenu partie intégrante du patrimoine historique de l'ex-capitale de l'Afrique occidentale française. Je dirais que les calèches, ça fait partie du patrimoine même historique de Saint-Louis, parce qu'autant le déplacement dans l'île se faisait par calèche. Donc il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait rien que les calèches qui faisaient le déplacement. Sur les cartes postales de cette ville, il est facile de tomber sur des images d'anciens bâtiments, de pirogues, mais aussi de ces calèches très prisées dans la langue de Barbarie pour se rendre au marché ou rallier tranquillement un des 3 quartiers que compte Nartout, dont Gendar, considéré comme l'un des quartiers les plus denses de l'Afrique de l'Ouest. Grand pourvoyeur d'emploi, l'écrasante majorité des calèchers sont de jeunes paysans originaires d'autres localités, présents dans la capitale du Nord à la quête d'un avenir meilleur. Aux ressortissants de Touba, ce jeune prédit un avenir sombre à ces métiers qui risquent d'être emportés par cette vague de difficultés qui secoue le secteur de la pêche à Saint-Louis. Actuellement, notre activité marche au ralenti. On se débrouille comme on peut. D'ailleurs, j'ai pas pu passer la fête de Korité en famille, sans compter la cherté de l'aliment pour les chevaux. Mais tout dépend de la pêche. Malheureusement, ces derniers temps, ce secteur traverse des moments difficiles. Nos revenus journaliers tournent autour de 8 000 et 6 000 francs. On récolte 300 par voyage, soit 100 francs CFA par passager. Nous n'avons aucun souci avec les forces de l'ordre. Si tu respectes l'obligation d'utiliser une sacoche pour éviter de salir les rues avec les crottins des chevaux, tu peux travailler correctement. Je les préfère aux autres moyens de transport pour leur confort et surtout, je trouve personnellement plaisant de se déplacer tout en appréciant le décor et l'environnement de la ville. J'ai marché de la descente du pont jusqu'ici et mon petit-fils m'a suggéré de prendre une calèche. En tout cas, j'apprécie leur présence car elles nous permettent de nous déplacer sans grande difficulté. Même réaction du côté des calèchers qui s'activent dans le secteur du tourisme, qui peinent toujours à se remettre des pertes conséquentes occasionnées par la pandémie. Avant, notre métier marchait, mais la situation a basculé durant la pandémie. Ce fut vraiment une période difficile. Certains parmi nous étaient même obligés de vendre leurs calèches faute de moyens. Nous avons tout de même reçu 500 000 francs des autorités. Mais depuis, c'est comme si nous n'existons plus. Nous tendons la main à l'État. Nous avons besoin d'aide pour moderniser nos calèches. Conduire une calèche dans le tourisme, il faut d'abord connaître l'histoire de Saint-Louis et être capable de l'expliquer aux visiteurs. Et c'est là où se trouve le problème. Parce qu'en général, tous les caléchiers sont des guides en même temps. Voilà, donc il y en a qui sont instruits, il y en a qui connaissent le métier par expérience et qui parviennent à donner des explications aux touristes. Donc jusqu'à présent, ce n'est pas encore dissocié. On les intègre dans toutes les formations qui sont, comment on appelle ça encore, élaborées pour les acteurs. Les caléchiers en font toujours partie. Les calèches font partie de l'ADN de Saint-Louis. Moins de transport ou services touristiques, un défi s'impose à tous. C'est celui de la modernité. Les prêcheurs qui élargissent leur champ d'action et qui investissent sur les réseaux sociaux, une tendance qui s'explique bien entendu. Les RS très fréquentés de nos jours au Sénégal auraient besoin d'un coup de Karcher compte tenu d'une utilisation on ne peut plus inavouable pour la plupart du temps par chez nous ici au Sénégal. C'est un sujet de Mamadou Sy. Oustaz Daouda Mbaye est un habitué des réseaux sociaux. Depuis quelque temps, il fait des prêches sur sa page Facebook. En moyenne, il peut faire 2 lives par semaine, mais souvent, l'actualité l'oblige à faire plus. Son choix d'utiliser ce canal est bien justifié. Les réseaux sociaux, c'est un cadre attractif. Un cadre qui te permet de toucher plusieurs personnes. Par exemple,
le lieu où vous résidez. Et aussi sur le plan international aussi, tu peux toucher plusieurs personnes parce qu'il y a une interactivité entre le prêcheur et aussi ceux qui le suivent à travers les réseaux. L'éducation, la jeunesse, deux thématiques principales qu'aborde Oustaz Daouda Mbaye dans ses lives. Selon lui, il est important d'insister sur ces deux thèmes. L'actualité aussi n'est pas en reste, il n'hésite pas à poser des débats. Les thématiques qu'on aborde, ça tourne autour de l'éducation. Parce que l'éducation est la base. L'éducation aussi, on ne peut pas parler de l'éducation sans parler de l'éducation religieuse. Je me suis toujours scotché sur des concepts liés fondamentalement à la jeunesse. La religion, c'est l'actualité. La religion nous suit. La religion nous accompagne. Oustaz Daouda Mbaye précise que l'argent n'est pas au centre de ses activités sur ses réseaux sociaux. Sa page Facebook n'est pas monétisée, assure-t-il. Moi, je suis qualifié en maçonnerie. Je suis un maçon qualifié. Je suis un boucher à la fois. J'ai toujours dénoncé le fait d'être prêcheur sans métier. Parce que j'ai toujours voulu être libre dans ma vie. C'est pour cela que j'ai tout fait pour avoir un métier, pour avoir... Déjà, j'enseigne. Je ne souhaite pas monétiser vraiment mes interventions. La satisfaction d'Allah est au-delà de toutes les autres satisfactions. Parce que, comme on dit, le bad buzz actuellement, les gens peuvent t'acclamer aujourd'hui, mais demain, ils peuvent t'insulter. Les insultes sur les réseaux sociaux, un phénomène qu'il dénonce. Il est lui-même souvent victime d'injures. Il invite ses pairs aussi à montrer l'exemple durant leur prêche. Vous savez aussi au Sénégal actuellement, nul n'est exempt de ces critiques, de ces insultes, de ces reproches. Ça m'est arrivé une fois. L'insulte, c'est l'arme des faibles. L'insulte, c'est l'arme des incorrects. Même si tu n'es pas d'accord avec une personne, même si tu veux recadrer quelqu'un, il faut le recadrer par la science. Moi, je fais toujours focus sur l'essentiel. Quand tu parles de connaissance, quand tu parles du savoir, tu dégages du respect. Et ce respect-là, ça devient réciproque. L'humilité est la chose qui doit être la mieux partagée par tous les prêcheurs, selon Oustaz Daouda Mbaye. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et continue de donner rendez-vous à ses abonnés sur ces différentes plateformes. La rubrique Bonne semaine pour clore ce magazine. Bien passer sa semaine est tout aussi important qu'un bon week-end. Ce soir, c'est au tour de la chef de bureau, la communication du PNLP qui nous livre ses secrets, pour ne pas dire ses astuces. Diegui Diop Fall s'est confié à Aïssatou Kane. Donc, comment faire pour passer une excellente semaine? Man week-end bi si laay def sama programme déjà j'ai un menu pour la maison donc loolu féete na boor su ma paree ma xool quel est mon programme de la journée de la semaine. Le lundi j'ai une réunion de coordination, je prends tous mes documents ma range ko le samedi vendredi laa koy commencer bien sûr su ma jógee xatra donc lijjanti li nga xamante ni toute la semaine on est à la maison loolu féete boor ma réglé ko avec les bonnes celles qui sont à la maison. Après nag je me concentre sur la semaine au niveau du travail. Daal di jël sama planning teg ko xool ndax j'ai un voyage pour mu war a def à l'intérieur du pays dans le cadre de la campagne du paludisme bu ko defee ma préparer sama bagage et je prépare ma réunion de coordination. Je me couche très très tard les dimanches même bu fekkee ni pour passer une excellente semaine il faut se coucher tôt mais bon damay régler les kii de la maison. Donc, le conseil que j'ai à donner, moi, toujours, il faut savoir planifier, bien sûr, parce que nous sommes des femmes, nous avons la maison, nous avons les enfants, nous avons le travail, nous avons notre engagement politique. Donc, il faut toujours planifier. Un tableau de bord, concernant la maison, efficacement, il y a un menu de changer, au moins, concernant le travail, se planning tel que durant le week-end, mais surtout, manger et bien se reposer et se coucher tôt les dimanches.
C'est la fin de ce présent magazine. Merci de l'avoir suivi. À 20h30 sur ITV, le roi du Yéla vous dit Déwéneti. Vous pourrez suivre en effet la soirée Korité de Baba Mal. C'était au 6S. Bonne soirée sur ITV et excellente semaine.